Parce que ces derniers temps, on a été très, au niveau de psychologie, très intéressé par le TDAH et on se posait la question justement au niveau des émotions et au niveau surtout de la relation, comment ce TDAH va impacter la relation et comment est-ce que il va justement toucher les partenaires de façon un peu spécifique. Donc on sort un peu du côté plus cognitif du TDAH qu'on a vu jusqu'à présent. Et là, on va explorer avec Alexine le côté plus relationnel. Voilà. Donc, on se réservera un petit moment en fin de séance pour prendre des questions. Euh, et je laisse la parole à Alexine. Merci Selma. Bonsoir tout le monde, c'est un honneur d'être là. J'ai eu le plaisir déjà de donner quatre formations pour le Maroc, dont deux en présentiel. Et ça fait plaisir de voir des noms que je reconnais. Et puis bienvenue aux nouveaux que je ne connais pas encore. Euh, donc Selma m'a demandé de présenter ce thème. Et puis ça, c'est un thème que je présente déjà avec mon collègue Ben Kneubuller en Suisse. Enfin, en Suisse et sur Zoom avec une portée internationale. On a déjà eu l'occasion de présenter un cours de 2 jours sur le sujet. Donc là, ça va être un défi de rétrécir ça sur 1 heure. Mais je vais essayer de le faire et je le fais sans mon collègue avec qui on se complète bien parce qu'on a des expériences différentes. Lui, il est très expert dans le TADA, beaucoup d'expérience. Moi, je suis experte dans la thérapie de couple. Et puis, j'ai cet intérêt pour le TDAH et on s'est mis ensemble pour créer ce cours. Donc, je vais essayer de vous parler de comment on aborde le TDAH en TCE. Et puis, je sais que si vous avez suivi les derniers webinaires que Selma et l'Institut Psychologie Institute a organisé, vous connaissez déjà le TDAH. Mais au cas où, juste un petit rappel que c'est l'un des troubles neurodéveloppementaux les plus courants de l'enfance, mais que ça se prolonge souvent à l'âge adulte et qu'il y a dans la population adulte une prévalence de 2,5%. De plus en plus, en fait, on a au jour d'aujourd'hui des personnes qui se reconnaissent dans ce diagnostic et qui se font diagnostiquer à l'âge adulte. C'est 2 fois plus fréquent chez les hommes que chez les femmes, mais de plus en plus aussi, on se rend compte que finalement, il y a beaucoup de femmes qui ont un TDAH, sauf qu'elles ont eu plus de facilité à le masquer au cours de leur vie. Et c'est un diagnostic qui peut émerger plus tard dans la vie, notamment à la ménopause, quand il y a une chute d'œstrogène, puis les oestrogènes jouent un rôle dans la synthèse de la dopamine, qui joue un rôle dans le TDAH. Donc, on a ces 3 tableaux, enfin, on a un déficit d'attention, une distractibilité, de l'impulsivité et une hyperactivité motrice. Mais on n'a pas forcément ces 3 caractéristiques chez chacun. On a 3 présentations. Une qui est euh, prédominante avec l'inattention, une présentation prédominante de l'hyperactivité et de l'impulsivité, et une présentation combinée où là on parlera de TDAH. Et pour faire simple, pendant cette présentation, je vais parler de TDAH, mais on s'entend bien, il y a certaines personnes qui n'ont pas le H et qui ont juste la présentation prédominante de l'inattention. Alors, les symptômes, vous les connaissez certainement. Voilà, distractibilité, beaucoup d'oubli, de perte d'objets, de difficulté à se concentrer, difficulté à terminer les tâches qu'on a commencées, difficulté à se mettre en route, euh, des difficultés avec la mémoire à court terme aussi. On peut avoir justement de l'impulsivité, une humeur labile, on peut avoir des accès de colère, une hyperactivité qui n'est pas forcément physique. Hein. Chez les adultes, cette hyperactivité, elle peut être très mentale, où ça s'arrête jamais dans la tête. Et puis, j'ai choisi de vous présenter un petit peu les symptômes qui me semblent les plus importants à comprendre quand on regarde un peu l'impact du TDAH dans le couple. Alors, ils sont tous importants, mais je trouve que certains valent la peine d'être relevés d'une manière particulière. Donc, quand on parle de troubles de l'attention, c'est pas tout à fait correct parce qu'en fait, une personne qui a un TDA ou TDAH est capable de prêter attention pendant des heures sur certaines choses.
mais c'est plutôt une difficulté avec de l'attention inconsistante, c'est-à-dire il va y avoir des activités ou des personnes ou des moments où la personne est capable de mettre tout son focus sur quelque chose et d'autres où ça va être compliqué. Et dans le couple, ce qui peut être difficile à comprendre pour le ou la partenaire, c'est mais pourquoi, quand je te demande de faire les devoirs avec nos enfants ou de de rester attentif à moi pendant une conversation, tu n'y arrives pas, mais par contre, quand il s'agit de jouer aux jeux vidéo ou de lire tes livres ou je sais pas, voilà, on voit quelqu'un qui peint, enfin de faire une activité de tes hobbies, là, il n'y a aucun souci. Ou alors au travail, il n'y a aucun souci. Hein, puis ça peut être pris comme de la mauvaise foi alors que c'est vraiment, euh, ça a tout à voir avec le fait que le système nerveux, il est basé sur l'intérêt et non pas sur l'importance ou la priorité. C'est-à-dire que quelque chose qui est intéressant va stimuler la dopamine, va générer de l'intérêt et ça va faire que c'est plus facile de se concentrer. Par contre, une tâche qui est un peu boring, hein, qui est ennuyante, qui n'est pas très intéressante, ça devient très, très compliqué de rester focus là-dessus. Donc, on parle d'hyper-focus aussi quand une personne a cette capacité à mettre son attention sur quelque chose pendant des heures et des heures. Et l'hyper-focus, ça veut dire que tout le reste n'existe plus, en fait. C'est vraiment, on pense qu'à ça, on est branché là-dessus. Et le reste, y compris la partenaire, n'existe plus à ce moment-là. Ça aussi, ça peut créer beaucoup de tension et d'incompréhension dans le couple. Euh, la notion de vitesse. Donc, il y a plein de choses qui vont très vite hein, pour une personne TDAH, les émotions, les pensées, la manière dont la réalité est appréhendée. Euh, euh, c'est un petit peu comme si toute l'information arrive dans le cerveau TDAH à la vitesse de la lumière. Et puis, comme si cette personne conduisait dans la pluie, sous la pluie, sans essuie-glace. Puis on a tout ça qui arrive comme ça dans le cerveau à la même vitesse, avec la même intensité. Et c'est difficile de filtrer, c'est difficile de freiner. Il y a aussi la notion de vitesse dans l'impulsivité, c'est-à-dire que il y a beaucoup de personnes qui parlent puis dans la littérature, Ned Hallowell parle c'est un petit peu comme si on a une Ferrari avec des freins de bicyclette. On a des pensées qui viennent, ça sort, on n'a pas de filtre, on dit les choses sans réfléchir. La colère peut monter très vite et on ne trouve pas les freins. Donc ça, c'est important aussi de se rappeler que dans le cerveau TDAH, il y a une difficulté à régler les émotions. Ça fait partie des fonctions exécutives du cerveau. Euh, et il y a une difficulté comment dire, au niveau du self-control, hein, de se retenir, de dire certaines choses, de faire certaines choses. Euh, tout monte très vite, tout se passe très vite dans ce cerveau-là. Une autre chose, c'est la notion du temps. Donc ça, les personnes qui ont TDAH sont souvent en retard ou alors sous-estiment le temps que va prendre une activité et du coup sont en retard, arrivent tard à la maison, n'arrivent pas à l'heure à laquelle ils ont dit qu'ils arriveraient. Et puis ce qui est important de comprendre, c'est que pour un cerveau neurotypique, on a, euh, on a cette appréhension du temps. Enfin, moi, dans mon cerveau, dans ma tête, j'ai à peu près la notion de, OK, il est 20h17, il me reste 45 minutes à peu près pour présenter. Est-ce que ça va? Est-ce que je dois parler plus vite? Est-ce que je suis en retard? Est-ce que je peux ralentir? J'ai cette notion du temps. Mais pour quelqu'un qui a un TDAH, ça peut être compliqué de sentir le déroulement du temps et puis de pouvoir anticiper, appréhender. C'est un petit peu comme s'il vivait dans deux zones temporelles différentes, le maintenant et le pas maintenant. Et puis, euh, quand quelque chose se passe maintenant, ben, ils sont présents et puis ils sont capables de faire que les choses se passent dans le maintenant. Mais si c'est pas encore maintenant, c'est comme si ça n'existe pas encore. Donc, il y a cette difficulté d'anticiper, d'organiser à l'avance,
de voir venir les choses finalement. Hein. C'est des personnes qui peuvent être souvent surprises. Oh, c'est déjà là. Oh, mais l'examen, c'est demain. Oh, les factures, il faut les payer. Les impôts, faut... Et puis tant que c'est pas là juste devant eux, ça, c'est comme si ça n'existait pas. Pas pour tout le monde, hein, mais ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve assez régulièrement. Et si ça n'est plus maintenant, c'est comme si ça n'existait plus. Donc, c'est vraiment, bah, il y a la force de tout ça, c'est qu'il y a une capacité à aussi être présent dans l'instant présent, mais la difficulté, et puis à rebondir, à trouver des solutions dans l'instant T. Hein. J'ai pas anticipé qu'on avait 20 personnes qui venaient manger à la maison, mais, et du coup, j'ai pas été faire les courses, peut-être qu'il y a rien qui est prêt, mais il y a cette créativité et cette capacité à rebondir, à dire, ben, quand c'est maintenant, maintenant, ben, je vais trouver des solutions, puis on va s'en sortir. Mais pour le ou la partenaire, ça peut être très compliqué ça, parce que ça veut dire que l'autre va se retrouver avec la charge mentale de planifier, d'anticiper, de penser à l'avance, d'organiser. Et souvent, on entend une grande solitude, une lassitude de tout ça. Et puis là, à droite, vous avez la petite blague. Je suis la personne TDAH qui dit j'arrive dans 5 minutes, et puis où la personne se trouve en réalité, c'est à des années-lumière d'être rentrée à la maison. Euh, une autre chose qui est importante, c'est de comprendre. Et puis quand je vous dis tout ça, quand je vous dis c'est important, c'est parce que quand je travaille avec un couple où il y a un TDAH, la psychoéducation, c'est important. C'est important de pouvoir expliquer les choses d'une manière imagée, d'une manière qui fait sens. La notion de maintenant, pas maintenant, ça c'est souvent très aidant pour les partenaires. Euh, et puis ça aussi de les aider à comprendre que c'est pas exprès, c'est pas intentionnel, c'est pas pour embêter. C'est vraiment une manière différente dont le cerveau fonctionne. Donc, une autre chose qui est importante d'expliquer, de pouvoir expliquer, c'est que le cerveau TDAH, il fonctionne un petit peu à la carotte et au bâton. Euh, on sait que dans le cerveau, si je simplifie à mort, hein, mais dans le cerveau TDAH, il y a moins de dopamine. Et donc, et la dopamine, c'est ce qui procure la sensation de plaisir, de récompense. Donc, pour sentir la récompense, pour que cette dopamine atteigne le centre de la récompense dans le cerveau, il faut plus de stimulation. Donc, le cerveau TDAH, il va naturellement chercher des activités, des moments, des personnes avec qui il y a une sécrétion, enfin, qui vont provoquer une sécrétion de dopamine. Ce que ça veut dire, c'est que quand une tâche devient une tâche nouvelle, ça peut être super stimulant. C'est waouh, un nouveau truc, ça m'intéresse. Il y a de la curiosité, il y a ce truc inconnu. Donc la personne va se mettre en route, mais quand ça devient un petit peu répétitif, qu'il faut s'en occuper de cette activité, par exemple le jardin, c'est waouh, je vais planter des graines, je vais faire plein de trucs. Puis après, il faut aller désherber, et puis il faut arroser, et puis ça prend du temps pour que ça pousse, etc. Puis après, il faut aller récolter, puis il faut en faire quelque chose de cette récolte. Ça peut être difficile de terminer ce qu'ils ont commencé. Euh, Ça peut aussi être difficile de commencer quelque chose pour lequel il n'y a pas une récompense immédiate, ou c'est pas gratifiant, ou alors c'est pas urgent. Hein. Le urgent, c'est le bâton, c'est urgent, les examens, c'est demain, ou la dissertation, ou le papier que je dois rendre pour les cours, c'est demain, donc je vais rester debout toute la nuit parce qu'il y a le bâton là. Si je le fais pas, je passe pas mon année ou je passe pas l'examen. Euh, donc ça, c'est l'adrénaline. Et puis, euh, si d'étudier pour ces études et pour passer ces examens, pour que à l'avenir j'ai un job intéressant, la récompense, elle vient pas tout de suite. C'est d'abord des mois et des mois d'études, de, 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 de piocher les livres et de réviser ses cours. Et ça, c'est pas gratifiant immédiatement. Donc ça peut être difficile de se mettre en route, surtout si c'est pas forcément super intéressant. Et puis, il y a aussi une chose par rapport à l'appréhension de l'information. Je vous donnais cette image tout à l'heure de conduire sous la pluie sans essuie-glace. Dans le cerveau non TDAH, on a une hiérarchie, un filtre naturel, c'est-à-dire que j'appréhende l'information, je sais pas, je rentre à la maison, euh, ou- ou- ou
j'ai un email de mon patron qui me dit, ah, il faut que tu m'envoies tel truc. Après, j'ai mon bébé qui pleure, j'ai le chien qui doit sortir pour aller faire ses besoins, il faut faire à manger. Et puis, toutes ces informations, c'est comme si euh, c'était un ordinateur sur lequel il y a toutes ces lumières qui s'allument en même temps, il y a avec le même bruit, la même intensité. Et c'est compliqué, en fait, de discerner quelle est la priorité, c'est quoi que je dois faire en premier. Donc, ça peut arriver que la personne qui a un TDAH va pas choisir la bonne chose en premier. Le ou la partenaire va se sentir délaissé, va pas comprendre, mais pourquoi tu commences par faire tes emails maintenant alors que il y a rien à manger sur la table, le bébé pleure, il faut changer le bébé et puis il faut aller promener le chien. Enfin, ça peut être compliqué, on n'a pas la même hiérarchie. Puis aussi, d'aller chercher l'information dans le cerveau euh, pour en faire quelque chose sur le moment, des fois c'est compliqué parce que c'est un petit peu comme si c'était une bibliothèque, mais il n'y a pas de système alphabétique, il n'y a pas de filing system où je peux aller rechercher. Je sais exactement où aller chercher l'info dont j'ai besoin pour faire cette tâche. Donc, il y a pas cette hiérarchie, ce filtre naturel. Et Mélissa Orlov parle d'un cerveau plat ou d'un cerveau bruyant, hein, où c'est comme si on doit tendre l'oreille pour écouter le vrai message au travers de toutes les parasites là, parce qu'il y a beaucoup de bruit en même temps. Au niveau des émotions, ce qu'on observe souvent, c'est justement, il n'y a pas de frein, c'est des émotions flash. Donc, il y a beaucoup de personnes atteintes de TADA qui sont pris au dépourvu par leurs propres émotions. Parce qu'elles peuvent changer à la vitesse de l'éclair, elles peuvent surgir sans qu'on ait le temps de réfléchir, de penser ou de ressentir même ce qui nous arrive. Et ça veut dire que la personne va agir ses émotions et les exprimer sans filtre. Elle ne trouve pas les freins. Tout à coup, il y a cette émotion qui est là, qui prend toute la place, qui est intense. Il peut y avoir une hyper-focalisation sur ces émotions. Ce qui fait que dans la relation, ben, ça peut être très menaçant pour l'autre euh, enfin, quand on a cette présentation-là, le ou la partenaire peut se sentir parfois un peu traumatisé par ces explosions d'émotions, de colère, où c'est comme un train qui s'arrête pas en fait. Et c'est terrible pour la personne qui est un tada, parce que ce qui suit souvent ces émotions flash, surtout quand elles sont voilà, dans l'agressivité, dans la colère, c'est une immense honte en fait de ne pas avoir réussi à gérer ça. On observe souvent dans le TDA, pardon, une dysphorie sensible au rejet, c'est-à-dire que c'est une hypersensibilité au rejet. Puis ça s'explique en partie parce que ben, les personnes qui ont grandi avec un TDAH ont souvent reçu énormément de messages négatifs du style, mais enfin, fais un effort, mais arrête d'être si paresseux, c'est pas si compliqué que ça, arrête de bouger, assieds-toi, tiens-toi tranquille, c'est quoi ton problème, mais t'es bête ou quoi, que ce soit à l'école ou à la maison, et d'autant plus si ça n'était pas diagnostiqué, qu'il n'y avait pas cette compréhension de ce qui se passait dans le cerveau de cette personne. Il y a, je ne sais plus qui, j'ai plus le nom là en tête, mais il y a un psychiatre qui avait estimé qu'en moyenne, à partir de l'âge de 12 ans, une personne dès l'âge de 12 ans a reçu en moyenne à peu près 20 000 messages négatifs de plus qu'une personne neurotypique. Donc c'est énorme et ça crée, entre autres, ça crée cette sensibilité. Donc, quel est l'impact du TDAH sur les relations interpersonnelles? Ben, il y en a tellement. Moi, j'ai commencé à travailler avec des couples avec un TDAH parce que je m'intéressais à ça et puis j'ai commencé à reconnaître dans la dynamique des choses qui faisaient écho à ce que je lisais, ce que je comprenais du TDAH. Euh, et puis, ben, on a souvent un ou une partenaire qui est non TDAH et qui est beaucoup dans la plainte, dans la critique, et justement qui va attribuer euh, des intentions à sa partenaire TDAH qui sont négatives, du style tu es égoïste, tu penses qu'à toi, t'as pas de sensibilité, tu n'écoutes pas. Euh,
t'es de mauvaise foi, tu fais pas d'efforts, alors que c'est tout l'inverse en fait. Une personne TDAH fait tellement d'efforts souvent. Elle doit faire tellement plus d'efforts que la norme. Et c'est ça qui est tragique, c'est que plus je fais d'efforts, moins ça marche en fait. Donc la clé, c'est pas de faire plus d'efforts, c'est d'essayer autrement. Et c'est ça que, entre autres, Melissa Orlov en parle. Donc, Melissa Orlov, elle est pas psychologue, mais elle est mariée à quelqu'un qui a un TDAH et puis elle a écrit un livre, The ADHD Effect of Marriage, The ADHD Effect on Marriage, l'effet du TDAH sur le mariage, et puis un autre sur comment s'épanouir dans le couple avec un TDAH. Elle est coach, ça va. Et puis, ben, je trouve que son livre est bien. Alors, il peut être un petit peu décourageant si on est célibataire et que on sort avec quelqu'un qui a un TDAH, puis on se pose la question, est-ce que je veux poursuivre cette relation? C'est peut-être pas le meilleur livre à lire. Mais si on est dans une relation où il y a un TDAH, je trouve qu'elle fait honneur aux deux parties, à la personne qui a un TDAH et à la personne qui n'en a pas. Et, c'est que c'est un livre qui peut aider, en tout cas quand je le recommande à mes clients, souvent euh, les personnes qui ont un TDAH se disent ah, mais c'est toute ma vie, ça, c'est toute ma vie dans ce livre. Ils se reconnaissent vraiment, ils se sentent validés dans leur expérience. Et il y a souvent une expérience très douloureuse des deux côtés, hein. Euh, mais pour la personne TDAH aussi, souvent une partie qui reste cachée, c'est la honte et beaucoup d'angoisse de faire faux, de savoir que je vais faire faux. Inévitablement, je vais faire faux. Et quand le TDAH n'est pas diagnostiqué, mais qu'on le détecte en séance de couple, moi, je suis assez du parti qu'il faut l'aborder, il faut le mentionner, il faut poser la question, parce que ça peut être vraiment, ça peut dépersonnaliser beaucoup des choses qui se passent dans la relation. Et on se rend compte que c'est pas intentionnel et qu'il y a autre chose qui entre en jeu et qui a un impact. Après, ça va pas suffire, mais c'est déjà une première étape. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce cerveau qui est un peu addict à la dopamine, hein, parce qu'il en a besoin pour sentir le sentiment de récompense, ben, le début d'une relation, c'est génial. C'est génial parce que c'est nouveau, c'est passionnant, c'est un territoire à conquérir, une personne à conquérir. Pardon, moi je parle franglais, hein, des fois je me trompe dans mon vocabulaire. Une personne à conquérir et il y a cet aspect de nouveauté. Donc, ce qu'on va avoir, c'est le hyper-focused courtship, hein. Ça veut dire que c'est une phase de séduction qui est intensément ciblée, focalisée sur la personne, qui a toute notre attention. Et puis, on va mettre le paquet, on va vraiment avoir toute une grande créativité. Cette personne, elle a toute notre attention, on est aux petits soins, on fait des trucs extraordinaires. Et la personne se sent bah, séduite, spéciale, elle empêche cette pression de compter, c'est merveilleux. Le problème, c'est que au bout d'un moment, la nouveauté, elle diminue. C'est plus si nouveau que ça. Il y a une diminution de l'intérêt. Et puis peut-être qu'à ce moment-là, le cerveau TDAH va s'intéresser à autre chose et le focus va se déplacer sur autre chose. Et vous allez souvent voir, entendre dans l'histoire des couples ou une partenaire non TDAH qui dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas ce qui s'est passé. C'était comme ça, puis maintenant t'es plus là. Euh, tu t'étais aux petits soins, tu faisais toutes ces choses pour moi, puis maintenant je me sens complètement invisible, j'ai l'impression de ne plus compter. Donc il y a un sentiment de déception, de trahison même, de tu m'as trompé sur la marchandise en fait, hein, t'as pas été honnête. Euh, et puis une colère qui peut monter chez le ou la partenaire non TDAH. Et ce qui est important là de comprendre aussi, c'est que cette phase de séduction, c'est un peu comme une automédication pour le cerveau. C'est comme une drogue un petit peu. Puis le sentiment, il est tellement intense que la personne se dit, ah, mais ça doit être l'âme sœur, c'est parfait. Et puis, euh, et puis, en fait, ben, de toute façon, on le sait au début de la relation, il y a beaucoup d'hormones et de chimie qui circulent là. On est un petit peu aveuglé, mais d'autant plus dans le TDAH où il y a une grosse dose de dopamine là. Et, ça ne veut pas dire, une fois que la nouveauté diminue, que l'intérêt diminue, ça ne veut pas dire que
la personne TDAH n'aime plus ou n'aime pas sa partenaire ou n'est plus ou pas intéressée. C'est juste le cerveau qui se calme un peu et puis qui va chercher cette dopamine ailleurs. Mais ça n'a rien à voir, c'est vraiment une question de fonctionnement du cerveau et ça n'a pas à voir avec l'affect, avec l'attachement. Ok. Ça, c'est important peut-être de le rappeler aussi, de le nommer à un moment donné ou en tout cas de valider que c'était un choc pour la partenaire non TDAH, et puis qu'il y a quelque chose qui fait pas sens, et puis qu'ils se sentent trahis, etc. Et puis de pouvoir nommer, puis pour l'autre, pour vous, monsieur, madame, euh, c'est comme si au début, il y avait toute cette nouveauté, il y avait toute cette intensité, et puis on le sait, euh, votre cerveau, il a besoin de ça, il cherche ça, et puis il fonctionne super bien quand il y a tout ça. Et puis après, ben, peut-être il y a une chute de dopamine et puis c'est plus compliqué. C'est plus compliqué de rester engagé, d'autant plus que ben, il y a un cycle négatif qui s'installe hein, entre les partenaires quand il y a ces émotions difficiles de déception, de trahison, où on va avoir un ou une partenaire TDAH qui va, non TDAH par contre, qui va entrer dans la critique, dans la plainte, etc. Puis ça, bah, ça va alimenter une boucle dont je vais parler dans un petit moment qui est négative. Donc, ces symptômes du TDAH, souvent, pour la personne non TDAH, ils vont être interprétés et on va leur attribuer une signification. Par exemple, si tu es distrait, ben moi, j'ai l'impression que je suis pas importante pour toi et que je suis invisible. Si tu es désorganisé, ça veut dire que tu ne te soucies pas de moi. Tu fais comme tu veux, tu laisses ton désordre partout et puis tu n'as pas de considération pour moi. Ton hyperactivité veut dire je ne te suffis pas. Tu as toujours besoin de faire autre chose, un truc de plus, monter une montagne, gravir une montagne, traverser un océan, enfin, peu importe, mais un autre hobby, comme si c'est pas assez d'être avec moi. Ton impulsivité, bah, quand tu m'interromps, quand tu me hurles dessus parce que tu es activé, ça veut dire que tu ne me respectes pas. Et l'oubli, bah, j'ai pas d'importance pour toi. Je t'ai demandé d'aller me chercher 3 choses au magasin, t'es revenu avec 2. Ça veut dire que ce que je dis n'est pas important. Ok. Donc, on a euh, bah, tous les couples, là, on a des dynamiques comme ça, mais quand il y a un TDAH, le problème, c'est que les symptômes peuvent être perçus comme une intention euh, mauvaise de la part du partenaire. Alors, maintenant, je vais vous parler un petit peu de la thérapie de couple centrée sur les émotions. Donc, la TC pour couple, elle a été conceptualisée dans les années 80 par les docteurs Susan Johnson et Leslie Greenberg. Susan était l'élève de Leslie, et puis ensuite, ils ont un petit peu chacun développé, lui, la thérapie centrée sur les émotions pour la thérapie individuelle, et Sue s'est focalisée sur le couple avec un accent sur le rôle de l'attachement. Et puis, moi, le modèle dont je vais parler, c'est celui de Sue Johnson, parce que c'est celui dans lequel j'ai été formée et que j'enseigne. Euh, Par la suite, à la fois Les Greenberg, à la fois Sue Johnson ont développé les autres modalités, mais au départ, c'est comme ça qu'ils se sont différenciés. Donc, c'est une approche expérientielle qui s'inscrit dans la théorie de l'attachement. Ça, c'est vraiment le fondement de cette approche. La théorie de l'attachement qui nous dit qu'on est né pour être connecté, qu'on a besoin, qu'on s'attache à une figure d'attachement dès la naissance, et puis que c'est un lien vital qui va nous donner un sentiment de sécurité si ce lien il est simple, il est consistant, qu'il est prévisible, et qui va nous donner un sentiment d'insécurité. Au contraire, si la figure d'attachement n'est pas disponible, réactive quand on en a besoin. Bon, c'est aussi un modèle qui a des aspects systémiques puisqu'on s'intéresse à l'interaction entre les partenaires et on considère que ce qui pose problème, ce n'est pas un ou l'autre des partenaires, mais c'est comment ils interagissent ensemble. Et puis, c'est un modèle expérientiel, hein, une approche expérientielle dans laquelle on va travailler avec les émotions et on va les rendre palpables, ces émotions dans la séance. On va utiliser les émotions pour transformer l'expérience et la relation entre les partenaires. Euh,
Et puis, donc là, il y a la théorie de l'attachement qui a été développée par rapport aux enfants. Et puis plus tard, on a notamment Shaver et Hazan qui ont fait des recherches sur l'attachement adulte et qui ont découvert que le lien d'amour entre deux adultes, c'est un lien d'attachement, au même titre que celui qui existe entre l'enfant et la mère, à trois différences près. C'est-à-dire que le lien d'attachement adulte, il est mutuel, c'est les deux partenaires qui ont besoin l'un de l'autre et qui se donnent l'un à l'autre, qui se répondent l'un à l'autre et se donnent les soins, le réconfort, etc. Alors que dans la relation mère-enfant ou père-enfant, on n'attend pas de l'enfant qui donne ça à ses parents. Il y a l'aspect de la sexualité qui fait partie de cet attachement au sein du couple. Et puis la capacité de représentation mentale où c'est le Dalai Lama qui disait que quand il est en détresse ou il a une souffrance émotionnelle, il lui suffit de penser à sa mère et ça l'apaise, ça le réconforte. Et on a cette capacité en tant qu'adulte, on n'a pas besoin d'être tout le temps accroché à notre figure d'attachement, contrairement au bébé qui a beaucoup plus besoin de cette présence physique. Sue Johnson parle du système d'attachement comme un système de survie exquis et logique. Ça fait sens qu'on ait besoin les uns des autres. Ça fait sens que l'enfant, quand il perd la connexion à sa figure d'attachement, il proteste. Cette protestation, c'est une manière de ramener la figure d'attachement à proximité, c'est une manière de retrouver le lien. Et au même titre, dans la relation adulte, ça fait sens de protester quand on perd la connexion. Ça fait sens de se battre pour retrouver la connexion. Et on va comprendre euh, les réponses, les réactions au sein du couple en termes d'attachement. Donc, ce que Sue Johnson nous dit, c'est que dans chaque conflit, que ce soit lié au TDAH ou pas, finalement, mais dans chaque conflit, euh, par exemple autour des tâches ménagères, autour des finances, autour de l'éducation des enfants, la belle famille, toutes ces choses-là, il y a une question sous-jacente, des questions sous-jacentes qui ont tout à voir avec l'attachement. Et souvent, c'est euh, si on se dispute sur pourquoi tu n'as pas fait telle ou telle tâche ménagère, la question sous-jacente, qui n'est pas dite, hein, mais qui, si on écoute avec les oreilles de l'attachement, on va entendre, mais est-ce que tu es là pour moi? Est-ce que je peux compter sur toi? Et est-ce que je suis important ou importante à tes yeux? Et aussi, est-ce que tu m'acceptes comme je suis? Et si la réponse est non, si la réponse perçue hein, est non, ben ça génère à l'intérieur de vous un système, un signal d'alarme qui dit, et ça c'est notre système d'attachement hein, qui est fait comme ça, où on a comme une alarme qui sonne quand on perçoit la déconnexion. Et ça fait qu'on part un petit peu en panique et en protestation. On va protester contre cette déconnexion, contre cette perte de lien. Et puis, selon le style d'attachement qu'on a, donc on a des attachements sécures, on a des styles d'attachement insécures. Dans les styles insécures, on a l'attachement anxieux, l'attachement évitant, l'attachement désorganisé. Selon l'attachement qu'on a, euh, on va réagir d'une certaine manière. Par exemple, une personne qui a un attachement anxieux, elle va plutôt avoir tendance à protester, à critiquer, à dire mais pourquoi t'as pas fait ça? Mais c'est pas possible, je peux pas compter sur toi, c'est toujours pareil. Des reproches, des reproches, des reproches. Et la personne qui a un attachement évitant va se fermer, va se blinder, souvent en réponse à cette protestation de la partenaire et, euh, et se retirer en fait. Et puis dans le style désorganisé, ben, c'est un petit peu des rôles. Ça peut partir de la protestation, puis aussi partir dans le retrait. Puis il y a ce mouvement un petit peu d'ambivalence de j'ai besoin de toi, t'es où, tu fais quoi? Puis quand tu t'approches, je te rejette parce qu'il ne faut pas que tu viennes trop près. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on observe souvent chez les personnes qui ont vécu des traumatismes développementaux. Euh, donc, on peut imaginer qu'avec le TDAH, hein, la question puis-je compter sur toi? Quand il y a ces problèmes de mémoire, quand il y a cette notion du temps qui est un peu différente, quand il y a l'hyperfocalisation sur certaines choses, puis j'ai l'impression de disparaître, ben, il y a beaucoup plus d'opportunités de ressentir
bah non, en fait, je suis pas importante pour toi. Je suis pas importante à tes yeux, je peux pas compter sur toi. Euh, et ça, c'est terrible parce que ça vient déclencher en fait des cycles négatifs au sein du couple que on connaît dans la TCI. On parle beaucoup de ce cycle. Hein, et ce cycle, c'est un processus de feedback continu dans lequel euh, je perçois une menace à l'attachement. Ça génère en moi une émotion négative. Cette émotion négative, elle va générer en moi un comportement de réactif où je proteste. Quand je proteste, je crée chez mon partenaire ou ma partenaire une émotion négative, hein, où il ou elle se sent menacé peut-être, attaqué, et ça génère chez lui ou elle un comportement négatif de retrait, d'évitement. Et quand il ou elle fait ça, ben moi, je me sens encore plus délaissée, encore moins importante, et je réagis d'autant plus fort. Et ça fait un cercle vicieux. Et en TCI, on va vraiment considérer que c'est l'interaction du couple plutôt que la pathologie d'un partenaire qui est responsable de leur problème. Donc, on ne va pas considérer le TDAH comme le problème. Par contre, c'est vrai que le TDAH, les symptômes du TDAH vont souvent être des déclencheurs de boucles, hein, des déclencheurs de cycles interactifs. Ce qu'il faut savoir par rapport à ce cycle, c'est que, et comment on travaille avec ça, c'est que on a des émotions qu'on appelle des émotions primaires ou vulnérables qu'on va ressentir quand on perçoit la déconnexion avec notre partenaire. Et souvent, ces émotions primaires, elles sont toujours vulnérables. Il s'agit de la peur, de la tristesse, du sentiment d'abandon, de honte, de découragement, de solitude, des choses comme ça. Alors, je ne vais pas débattre ici de est-ce que la solitude, c'est une émotion ou un sentiment. On parle plutôt de ressenti émotionnel, en fait. Et puis, les émotions secondaires ou réactives, c'est la réaction que j'ai à ma première émotion. Par exemple, si j'ai peur, si mon enfant traverse la route en pleine circulation, alors que le feu est rouge, je vais me précipiter, je vais l'agripper, je vais l'empoigner et probablement je vais lui hurler dessus ou je vais avoir un moment de colère. Mais en fait, ma première émotion, c'était la peur. Et la colère, la frustration, l'impatience, l'indifférence, c'est souvent des réactions secondaires qui viennent en second plan. Euh, euh, et si on ralentit un petit peu le processus, on s'aperçoit qu'en dessous de ça, il y a des émotions qui sont beaucoup plus douces, plus vulnérables. Et on veut accéder à ces émotions, on essaie, parce que ces émotions-là, elles vont attirer le partenaire vers l'autre, alors que les émotions réactives, elles font peur, elles éloignent. On a tendance à s'éloigner de la colère, on n'a pas envie d'aller vers la colère. Mais par contre, si je te montre ma peur, si je te montre ma tristesse, peut-être que tu es touché et que ça te donne envie de me réconforter, de venir vers moi. On a différents types de cycles négatifs. On a des cycles négatifs où on a un partenaire en poursuite, l'autre en retrait. Pardon, oui, poursuite, retrait. Donc la protestation et puis la fermeture. On a des cycles où on a deux partenaires qui s'attaquent mutuellement, puis ça monte en escalade. On a des cycles où on a deux partenaires qui partent en retrait et qui sont timides et qui se disputent jamais, mais qui parlent de rien non plus. Et puis c'est vraiment la déconnexion. Et les cycles complexes où on a des rôles interchangeables. Le cycle le plus classique, c'est poursuite-retrait. Et puis souvent les autres, attaque-attaque ou retrait-retrait, attaque-attaque, c'est un poursuiveur ou une poursuiveuse qui est tellement virulent que finalement le poursuivi ou la poursuivie, au bout d'un moment, ne se laisse plus faire puis se met à riposter. Et puis retrait-retrait, c'est un poursuiveur ou une poursuivie qui se fatigue et qui cesse de poursuivre. Et ça donne retrait-retrait. C'est un petit peu une évolution du premier profil. En TCE, on aime bien tracer cette boucle-là sur nos pages de notes pendant les séances. Alors là, je vous ai fait la boucle d'un couple impacté par le TDAH où on a un poursuiveur et un poursuivi. Donc j'ai mis le poursuiveur ou la poursuiveuse comme la partenaire non TDAH avec un comportement critique, de la colère, des moqueries, hein. Et les moqueries, on voit souvent ça aussi, genre, mais c'est pas si compliqué que ça, t'es bête ou quoi. Enfin, un côté, ouais, moqueur.
rabaissant, du harcèlement parce que je répète, mais t'as fait ci, mais t'as fait ça, mais pourquoi t'as pas fait, de l'infantilisation. Et puis, cette personne-là va finir par avoir des comportements extrêmes pour attirer l'attention parce qu'elle a l'impression que si elle ne hurle pas, c'est pas pris au sérieux. Puis ça, c'est un petit peu le bâton. Hein. Des fois, il faut le bâton pour que ça bouge. Ou la carotte, c'est mieux quand c'est la carotte. Euh, la perception, cette personne, elle a l'impression que son partenaire s'en fiche. Et puis, l'émotion qu'elle va montrer, c'est la colère. Mais à l'intérieur, c'est une personne qui se sent seule, qui a peur que ça change jamais, qui a peur de devoir tout porter, qui se sent abandonnée, invisible, oubliée et sans importance. Et puis, tout en bas, tout en dessous, on a des besoins d'attachement qui sont pas satisfaits. Et cette personne, elle a souvent tellement besoin d'être vue, d'être entendue et de se sentir importante pour l'autre. Et quand on ressent pas ça dans la relation, c'est terrible en fait. C'est comme le bébé qui perd le lien avec sa maman. Ça crie à l'intérieur. C'est affreux, ça fait un mal de chien. Et on se laisse pas faire. On proteste contre ça. Et on proteste parce que l'autre est important, parce qu'on a besoin de l'autre. Donc nous, on a cette compréhension en TCE qu'il y a toujours une bonne intention sous-jacente à ces cercles vicieux, qui est celle de retrouver la connexion ou de ne pas perdre la connexion. Okay. Ça, c'est pour les poursuiveurs. Et on voit souvent les personnes non TDAH, pas que, hein, on peut avoir une personne TDAH qui est poursuivie, mais là, je vous ai fait le cycle classique et puis tel que moi, je le vois le plus souvent. Chez le partenaire TDAH, on va avoir un comportement en réponse à cette colère et ces critiques, on va avoir du déni, une attitude défensive. Hein, je me justifie, j'essaye de minimiser, j'évite. Une paralysie aussi, des fois je suis figée, je sais plus quoi dire, je dis rien, je fais rien. J'évite, je me renferme, je me détache. Euh, Si c'est une personne qui a une hyperactivité importante avec de l'impulsivité, au contraire, ça peut être, ouais, je riposte en fait, je rétorque, et je monte la mise et puis je me laisse pas faire. Euh, Si c'est une personne qui a pas cet aspect-là, ben c'est plus le retrait, le détachement. Et puis, je vais chercher, je vais me distraire ailleurs, je vais trouver autre chose de plus agréable où mettre mon attention. La perception, c'est il ou elle me hait, hein, on m'en veut tellement. Et puis, les émotions secondaires, ce sera de la frustration et une indifférence apparente. Hein, parce que c'est pas, en fait, la personne n'est pas indifférente, mais elle montre de l'indifférence. À l'intérieur, elle se sent démunie, impuissante, pas à la hauteur, coupable, honteuse et angoissée. Et ça, souvent, ça reste bien caché. Et le besoin d'attachement qu'on retrouve souvent dans le TDAH, c'est d'être accepté comme je suis, avec mes défauts, avec mes faiblesses. Donc, cette partie en dessous de la ligne, elle reste cachée. Puis les partenaires, quand ils arrivent en thérapie, ils font ping-pong ici en haut et ils ne voient que ça. Et nous, notre rôle en TC, ça va être de tracer toute la boucle et puis de commencer à accéder à ces émotions primaires profondes et à les lier, faire le lien entre quand je me sens seule, quand j'ai peur, quand je me sens abandonnée, ce que je fais. Enfin, ce qui se passe en moi, c'est que ça me fait paniquer, ça me met en colère. Et ce que je te montre, c'est la critique, etc. Puis on va refléter cette boucle pour qu'ils prennent conscience dans quoi ils sont pris et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'eux et comment ils ont tendance à gérer ça pour arriver ensuite à créer un dialogue ici en bas où ils se montrent ces parties plus vulnérables et ils se laissent toucher l'un par l'autre. Euh, une boucle qui est très, très typique dans un couple qui est impacté par le TDAH, c'est la relation parent-enfant, où on a un partenaire TDAH qui a des bonnes intentions, mais qui oublie de faire les choses que l'autre lui a demandées. Du coup, la personne non TDAH euh, euh, ressent à l'intérieur une charge mentale et un stress, euh, peut-être un burn-out hein, à la longue et un sentiment d'injustice c'est moi qui dois tout porter. Donc, ce qu'elle va montrer, ou comment elle va gérer ça, c'est qu'elle va surcompenser pour les lacunes de son ou sa partenaire. Et elle va exprimer du ressentiment, de la critique, elle va donner des ordres. Le partenaire TDAH se sent
pas aimé ni accepté pour qui il est, l'impression de toujours faire trop. Donc, et comme il n'y a pas de récompense pour les efforts, ben, il y a une perte de motivation et un retrait qui s'installe et devient de plus en plus passif. Il abandonne les efforts. La personne non TDAH se sent coincée. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Je dois prendre sur moi. C'est moi qui dois faire. Donc, elle devient le parent. Mais avec ça, ben, il y a l'attaque qui devient de plus en plus virulente. Je continue les critiques, je me plains, etc. Et la personne TDAH se sent de plus en plus inadéquate, confuse. Il y a de la honte, il y a de l'angoisse. Et ben, je me retire ou alors je me retire de plus en plus ou alors je suis de plus en plus défensive. Et ça tue le couple, ça tue la romance. C'est pas sexy hein, d'être dans une relation parent-enfant au niveau du couple. Donc, on ne peut pas changer ça d'un coup. Il va falloir y aller progressivement. Euh, c'est important quand on travaille avec n'importe quel couple de ne pas pathologiser la personne et de ne pas mettre le focus sur le diagnostic. Donc, avec le TDAH, c'est pareil. On va considérer que ce couple-là, il est coincé, ils sont coincés. Leur intention sous-jacente, c'est rechercher le lien. Et si on comprend cette intention sous-jacente, la plupart des réactions secondaires, elles font sens. Ça fait sens que la personne non TDAH se mette en colère et proteste quand elle se sent seule, parce qu'elle a besoin de son partenaire, elle a besoin de se sentir soutenue, importante à ses yeux, parce que cette personne compte et j'ai besoin de ton attention. Et quand je ne sens pas ton attention, ça fait sens que je me mette en colère. Ça ne veut pas dire que c'est OK, mais ça fait sens. Et c'est parce que tu comptes pour moi, c'est parce que j'ai besoin de toi, parce que je veux faire équipe avec toi, que je me mets en colère quand ce n'est pas le cas. OK. Donc, on va chercher on va recadrer en termes d'attachement ce qui est en train de se passer. Les partenaires, ils font tout pour ne pas perdre la connexion ou pour ne pas aggraver la déconnexion. Souvent, justement, les enjeux en termes d'attachement par rapport au TDAH, ben, pour la personne en TDAH, c'est je me sens pas importante, je me sens invisible, je me sens oubliable, tu t'en fiches, j'en veux pas la peine, t'es pas fiable, je suis trop exigeante, t'es pas prévisible. Ça, c'est des craintes liées à l'attachement. Est-ce que tu vas être là pour moi? Est-ce que je suis trop pour toi? Est-ce que tu te soucies de moi? Et chez la personne TDAH, ben, il y a cette crainte de ne pas être admirée, de ne pas être appréciée, cette impression d'être incapable ou de se dire ben, je ne serai jamais à la hauteur, je ne suis pas à la hauteur. Et il y a souvent une crainte de tu vas finir par te lasser, tu vas finir par me quitter. Sentiment de ne pas être accepté ou d'être trop pour l'autre parce que j'ai trop d'énergie, je suis trop impulsive, je suis trop désorganisée, je suis trop ci ou trop ça, ou alors pas assez. Donc, si je reviens à la TCE, comment on travaille avec tout ça? Euh, alors, je dois résumer un modèle qui est tellement large et profond en quelques minutes, c'est compliqué, hein, mais je vais vous donner deux éléments du modèle. Le premier, c'est le tango. Le où la thérapeute TCE va... Alors, le tango, c'est une image que Sue Johnson a mise dans son modèle parce qu'elle était grande adepte de tango. Puis dans le tango, il y a 5 pas de base. Et puis, on s'est rendu compte en observant les séances de TCE avec les couples que le ou la thérapeute faisait 5 mouvements de base dans chaque séance. Donc, je vais vous parler un petit peu de ces mouvements. Le premier, c'est le reflet du processus actuel. Donc, ça veut dire qu'on va observer un petit peu ce qui se passe entre les partenaires et puis commencer à nommer cette boucle en 8, là, que je vous ai montré tout à l'heure, et passer de l'un à l'autre en regardant ben, quand il ou elle proteste, critique, se plaint, qu'est-ce que vous faites? Ah ben moi, je me ferme tout de suite comme une huître, c'est insupportable. Ok, c'est insupportable. Puis quand vous fermez comme une huître, c'est comment pour vous, madame, par exemple? C'est comment pour vous à l'intérieur? Puis là, on plonge, hein, puis on va essayer d'explorer un petit peu ce qui se passe au niveau vulnérable, au niveau primaire. Et quand vous ressentez, elle va dire, je me sens invisible, pas importante, quand vous ressentez ça, là, je vais très vite, hein, on passe bien sûr beaucoup plus de temps, on va beaucoup plus lentement, mais je schématise.
quand vous ressentez cette solitude, l'impression de ne pas compter, qu'est-ce que vous montrez? Qu'est-ce que vous faites? Ah ben ça me met en colère, puis là je lui tombe dessus, puis je lui donne des ordres, je lui dis quoi faire, ok. Et ensuite, vous, quand vous faites ça pour vous, monsieur, c'est comment à l'intérieur, il se passe quoi? Ben je me sens nulle, j'ai honte, je me dis que j'aurais dû y arriver, mais je sais pas pourquoi, j'y arrive pas. Et puis du coup, ben, je me renferme encore plus sur moi-même. Puis là, on passe de l'inter, hein, de l'un à l'autre, à l'intra. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? C'est comment? Et puis, le mouvement un, c'est vraiment un espèce de survol de cette boucle. On a besoin de comprendre ce qui se passe entre eux et à l'intérieur d'eux de manière globale. C'est comme si on est dans un hélicoptère, puis on regarde un peu le territoire sous nos pieds, enfin, à 2 mètres en dessous. Et ensuite, on va choisir un endroit où on va plonger. Puis on va aller à l'intra et on va choisir un des partenaires pour explorer les émotions primaires inédites. Donc, c'est comment? Est-ce qu'on peut s'attarder un petit peu sur ce sentiment de honte, d'échec que vous ressentez? C'est comment à l'intérieur? Ça vous fait quoi? Vous sentez ça où dans le corps? Ça raconte quoi? Puis là, on se balade un petit peu dans le monde intérieur de la personne et puis on commence à nommer les émotions primaires. Et on part de, voilà, je me sens en échec, pour aller peut-être vers, ben, c'est lourd, ça m'angoisse. Euh, Puis on le fait avec beaucoup de reflets empathiques, on va faire des conjectures empathiques, c'est-à-dire qu'on va proposer des choses. Est-ce que c'est un petit peu comme ça? Ah, vous sentez une boule au ventre, donc il y a comme de l'angoisse, la peur, c'est quelque chose comme ça, oui. Qu'est-ce que ça raconte, cette angoisse? Elle dit quoi, cette angoisse? Ah, ben, elle dit, oh, mais si tu, euh, si tu t'organises pas, si tu n'arrives pas à être performant, elle va te quitter. Oh, waouh, ok, donc il y a vraiment, c'est très angoissant, c'est stressant, ça fait peur, ok. Et qu'est-ce que vous faites avec cette peur? Ah ben, ça me fait paniquer, puis j'en perds tous mes moyens, puis après j'essaye de faire bien, mais plus j'essaye de faire bien, moins ça va. Ok, donc si je comprends bien, puis là on répète, on reprend la séquence, hein. Elle vous critique, ça fait mal, il y a un sentiment d'échec. Et puis, il y a une boule au ventre qui s'installe. Puis là, vous vous dites, mais t'es nul, t'y arrives pas, tu vas jamais y arriver. Puis si t'y arrives pas, elle va te quitter, mon Dieu, elle va te quitter. Puis là, c'est la panique qui prend place. Et puis là, vous perdez tout vos moyens. Puis vous êtes encore moins performant. Est-ce que vous lui parlez de cette panique? Est-ce que vous pensez qu'elle sait à quel point c'est douloureux, à quel point c'est honteux, à quel point c'est angoissant? Puis là, ils vont dire non. Là, on va vers le mouvement 3 puis on lui dit, est-ce que vous pourriez lui montrer ça? Est-ce que vous pourriez lui parler de ça? Et on dirige une mise en acte, donc on demande aux partenaires TDH, là en l'occurrence, de partager ce qu'on vient d'explorer, puis d'organiser un petit peu avec eux, de le rendre interactionnel. On a rendu l'implicite explicite, maintenant on rend l'explicite relationnel. Euh, Enfin, on l'a rendu expérientiel aussi, parce que dans le mouvement 2, on veut vraiment que la personne, elle sente cette émotion, on veut qu'elle entre en contact avec l'émotion, on veut ouais, qu'elle la sente pour pouvoir ensuite la partager. Et elle partage, et ensuite on va voir chez l'autre ben, comment ça peut d'entendre ça, ça vous fait quoi? De voir votre partenaire qui est vulnérable, qui a les larmes aux yeux, ou qui sent la peur au ventre, et puis qui vous montre cette peur qui est là, derrière voilà, la fermeture que vous voyez. Et puis là, on facilite un dialogue entre les deux partenaires. Ben, ça me touche ou alors j'y crois pas, c'est tellement différent de ce que j'ai l'habitude de voir. Et puis en fait, on est en train de créer une conversation à un autre niveau, un niveau qui est plus vulnérable, un niveau qui est plus doux et qui permet de découvrir d'autres parties de notre partenaire, des parties plus douces qui vont avoir tendance à nous attirer vers lui. Donc, souvent, si on fait bien tout ça, si on fait bien notre mise en acte, qu'on l'a bien préparé, on a une réponse qui est positive. Euh, Parfois, je n'ai pas le temps d'entrer là-dedans, parfois on a des réponses ambivalentes, on doit travailler avec ça, parfois on a des réponses négatives, on doit travailler avec ça aussi. Mais dans le meilleur des cas, on a une réponse qui est positive. Et ensuite, on va remonter dans notre hélicoptère, hein, parce que on était là au mouvement dans l'hélicoptère, on a atterri, on a été explorer le terrain, puis on a eu un échange ici, puis ensuite on remonte avec les deux dans l'hélicoptère, et on prend de la hauteur, puis on leur montre ce qu'ils viennent de faire. Puis on leur dit, waouh, regardez ce que vous venez de faire. On a tracé votre boucle, on a parlé de ça, on a plongé avec vous, monsieur.
dans la vulnérabilité, vous l'avez partagé avec votre partenaire qui l'a accueilli. Et quand vous faites ça, euh, la colère baisse, il y a de l'empathie, il y a de la compréhension. Et puis on leur montre, en fait, c'est comme si on doit leur permettre d'intégrer ce qu'ils viennent de faire. Ils étaient tellement dans l'expérience, puis maintenant on remonte un petit peu dans la tête, dans la conceptualisation pour qu'ils voient, ah ouais, quand on prend la route de la vulnérabilité, quand on ose montrer ce qui se passe à l'intérieur, ça change. Ça change la conversation. Alors, on va faire ça à toutes les séances. Et puis, c'est un petit peu comme les roues d'une voiture qui vont nous emmener au travers des stades de la thérapie. Le premier stade, c'est une désintensification du cycle, une désescalade du cycle. Hein. À force de comprendre dans quoi ils sont pris, puis d'aller explorer ce qui est en dessous de la surface, ils se prennent moins dans la boucle parce qu'ils comprennent mieux qu'il y a autre chose qui est en jeu. Au stade 2, on va restructurer les interactions de manière beaucoup plus intense, beaucoup plus profonde, où on va aider le poursuivi à se réengager, puis le poursuiveur à se relâcher. Et au stade 3, on va consolider les changements et intégrer ces changements dans la vie de tous les jours. Alors, j'ai bientôt fini, mais juste quelques mots encore sur comment on fait différemment quand le TDAH est présent. Parce que le problème, c'est que si on ne va pas neutraliser les symptômes, il y aura tout le temps des déclencheurs qui vont se répéter. Donc, si le TDAH n'est pas traité, les oublis vont continuer, les changements ils vont durer un temps, on va avoir des belles séances, puis après, il y a le symptôme qui va réapparaître. Ça va durer peut-être quelques jours parce qu'il y a la carotte ou le bâton, puis après, ça part à la trappe. Donc, c'est important qu'il y ait une prise en charge du TDAH. C'est aussi important que la personne non TDAH se prenne en charge dans le sens par rapport à sa colère et fasse un effort de compréhension de ce qu'est le TDAH. Donc, on va faire de la psychoéducation pour qu'ils comprennent les deux de ce qui est vraiment en train de se passer. On va peut-être plus structurer nos séances. Moi, j'aime bien prendre un quart d'heure à la fin pour euh, parler d'aspects très concrets du quotidien. Leur suggérer de faire un meeting une fois par semaine pour organiser la semaine ensemble, pour se fixer des objectifs qui sont pas trop élevés, qui sont atteignables. Par exemple, dans le cycle la relation parent-enfant, on ne peut pas demander à la personne qui fait le parent de tout lâcher d'un coup, puis à la personne qui est dans le rôle infantilisé de tout prendre d'un coup. Il faut choisir une tâche à la fois. Et puis on dit, ben, on se fixe cette tâche, par exemple, cette semaine, j'aimerais que tu fasses un repas. Et puis on décrit toutes les étapes. Pour faire ce repas, il faut que tu ailles faire les courses. Il faut que tu fasses les courses le jour avant ou le jour même. Le repas, on aimerait le manger à 20h, donc ce serait bien que tu t'y mettes à 18h30. Puis on regarde ensemble comment je peux te soutenir là-dedans. Est-ce que et puis peut-être la personne TDAH dit non, moi j'ai besoin de faire tout seul, j'ai besoin de sentir que je suis capable de faire l'expérience du succès en fait. Mais pour ça, il faut que ce soit des buts atteignables. Donc on met en place des stratégies de rappel, des alarmes sur le téléphone, un calendrier qu'on regarde tous les matins, tous les soirs. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place et qui doivent être mises en place. Il faut aussi savoir rester souple, c'est-à-dire qu'en tant que thérapeute dans les séances, hein, parfois la personne TDAH, c'est dur de rester attentif pendant une heure, il faut les laisser se lever, il faut avoir peut-être des petites choses, des balles ou des choses avec lesquelles ils peuvent jouer ou toucher dans les mains ou des fidget spinners, enfin des trucs comme ça qui peuvent aider par rapport à l'hyperactivité. Certaines personnes sont sensibles à la lumière, au bruit, donc il y a toutes ces choses-là à considérer et à mettre en place et puis savoir refocaliser la séance parce que ce qui peut se passer, c'est que quand on essaie de faire de la TC et puis qu'on essaie de vraiment plonger dans les émotions, puis qu'on a une personne TDAH, on a la pensée en arborescence, ça peut partir un petit peu dans tous les sens, donc il faut savoir les ramener vraiment. Et puis, toutes ces choses qu'on fait en plus, c'est pas changer le modèle, mais c'est vraiment accommoder, tenir compte de cette neurodivergence, puis créer des accommodations pour que ce soit plus facile. Donc, c'est comme de mettre un échafaudage autour de quelque chose qu'on construit en TCE, mais si on ne le fait pas, le problème, c'est qu'on va avoir des belles séances TCE magnifiques. Mais simplement, le moment magnifique, il est dans le maintenant. Puis après, quand on est dans le plus maintenant, ça va être oublié. Donc, c'est comment créer une structure où on protège le travail qu'on a fait en TCE,
pour qu'il y ait une continuité. Puis je vous dis ça, ça a l'air simple, mais c'est un travail de longue haleine. Il faut être patient, il y a des rechutes. Il faut rester curieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Ne pas porter de jugement. Rester curieux. OK, comment est-ce qu'on peut affiner tout ça pour que ça se passe mieux? Et il faut rester attentif à ne pas... enfin, faut se rappeler que les symptômes, c'est des déclencheurs. Mais le partenaire... Oups, mon trait s'est déplacé. Mon trait devrait être sur le petit signal égal. Là. Le partenaire TDAH n'est pas le problème. C'est pas le partenaire TDAH qui est le problème. C'est la dynamique. C'est comment ils dansent ensemble, comment ils interagissent. C'est comment la personne non TDAH réagit aux symptômes et comment la personne TDAH réagit à la réaction de la personne non TDAH. Donc, c'est vraiment euh, la danse qui est problématique, la danse, la boucle. Okay. C'est important que chacun assume sa responsabilité, puis ça, c'est important de le leur redire. Donc, il y a qu'une personne qui peut prendre en charge son TDA, c'est la personne qui a un TDA. Moi, je ne peux pas prendre à la place de mon partenaire son traitement, sa médication. Par contre, la partenaire non TDAH peut maîtriser sa colère, apprendre à communiquer calmement. Et ce qui va l'aider à faire ça, c'est de s'informer sur le TDAH. Hein. C'est un peu comme le diabète. Je ne peux pas être fâchée contre mon partenaire parce que j'ai fait un beau gâteau au chocolat, mais il a du diabète et il ne peut pas le manger. Ben non, je peux pas. Je dois comprendre que c'est pas de sa faute ou il n'a pas choisi forcément d'avoir du diabète. C'est une condition avec laquelle il doit vivre, puis je vais devoir aménager ma manière de cuisiner si je veux partager ce repas avec lui, ou ce gâteau avec lui. Euh, et puis, il y a tout l'aspect du deuil aussi, de faire le deuil de ce qui n'est pas, pour pouvoir accepter et célébrer ce qui est là. Et j'aimerais terminer avec ça. C'est que le TDAH, c'est pas juste plein de difficultés et de challenges, mais c'est aussi plein de forces et de dons et de qualités. Au niveau relationnel, c'est des personnes qui, puisqu'il y a cette difficulté avec la mémoire, ben, il y a aussi cette capacité à oublier, à pardonner beaucoup plus facilement. C'est des personnes qui sont inspirantes et divertissantes, avec qui on ne s'ennuie pas, qui peuvent avoir une grande sensibilité, une grande empathie, de par leur hypersensibilité aussi, et puis qui ont une personnalité souvent spontanée, souple, passionnée, enthousiaste, avec beaucoup d'énergie, qui peuvent être drôles, plein de couleurs. Euh, et puis au niveau de la productivité, il y a certaines personnes qui sont très, très créatives, très visionnaires. C'est des entrepreneurs incroyables. J'ai des collègues qui sont qui déplacent des montagnes en fait avec leur TDAH. Ça leur donne une force supplémentaire parce qu'ils n'ont pas froid aux yeux, parce qu'ils se lancent, ils réfléchissent pas forcément trop et puis ils fonctionnent bien sous le stress. Donc je trouve que c'est important aussi de se souvenir de ces forces-là et de ces qualités-là et de les souligner pendant le travail avec le couple, dans le processus aussi, de valoriser ça, de valider ça. Parce que la personne TDAH, elle a besoin de se sentir compétente, elle a besoin de faire des expériences correctrices de succès. Et la personne non TDAH a besoin de se sentir vue et comprise dans l'impact qu'a le TDAH sur elle. Ouh, voilà, j'ai l'impression d'avoir couru un marathon. Donc ça, c'est vraiment très, 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 très résumé. D'habitude, quand je présente la TC, j'ai des vidéos, j'ai beaucoup plus de choses peut-être qui vous touchent au niveau expérientiel. Là, on n'avait pas le temps puisqu'on condensait deux sujets. Mais si vous avez des questions, que vous avez envie d'en savoir plus sur la TC, on a un site internet en Suisse qui s'appelle IFT Suisse Romande, voilà, -sr.ch où il y a des informations. On a une formation, s'il y a des Suisses parmi nous, une formation au mois de novembre à Lausanne. Et puis, ça c'est mon site et mon adresse email. Et puis, on aura une formation au Maroc du 6 au 9 décembre sur la thérapie de couple centrée sur les émotions à Casablanca, organisée par Psychologie Institute et Selma Delfriti. Euh, que je vous recommande de la contacter si ça vous intéresse. Voilà, moi j'ai fini. Je laisse la slide à Merci, vraiment si merci vous... beaucoup Alexis. Comme toujours, c'était passionnant.
Je vous propose de pas trop, enfin, on ne pourra pas passer trop de temps avec les questions, mais peut-être prendre une ou deux questions s'il y en a par rapport à cette thématique. C'est vrai que tu as couru et que tu as condensé en très peu de temps quelque chose qui est vraiment voilà, qui prend énormément de temps. Euh, mais bon, j'espère que vous en avez quand même profité. Alors, est-ce qu'il y a voilà, des questions, des remarques, Professeur, je n'ai pas de questions. Ben, je voulais juste remercier professeur Alexis. C'était très édifiant. Et vous remercier de l'avoir proposé comme formation aujourd'hui. Ça m'a beaucoup aidé. Surtout que je travaille sur les TDAH pour mon mémoire. Merci beaucoup. Merci. Il y a des questions ou des commentaires? Bon, ben, on va on va s'arrêter là-dessus dans ces cas-là. Euh, voilà, j'espère que tout le monde a pu profiter de ce petit éclairage en fait sur la TCE et sur voilà, le TDAH dans le couple, que ce soit au niveau professionnel ou même peut-être personnel, hein. Je pense qu'il y a des gens qui sont sans doute concernés. Merci à tous, merci à ceux qui ont fait la formation, voilà, et qui sont parmi nous aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir. Et puis, ben, pour les autres, ben, à la prochaine, Inch'Allah. Et Selma, si je comprends bien, parce qu'il y a une question dans le chat, donc on a enregistré, c'est quelque chose qui va être rendu accessible, l'enregistrement. Oui, probablement. Ça va, voilà, on est censé l'envoyer aux personnes qui ont participé. Maintenant, pour la présentation, je ne sais pas, voilà, on va peut-être envoyer plutôt l'enregistrement. Voilà, ouais. Ouais, ça. Merci à tous. Bonne soirée, au revoir. À bientôt, j'espère, Merci à beaucoup. À très Casa. bientôt. Au revoir. Bon courage.